Il est des maisons où le silence semble respirer encore, où chaque murmure du passé glisse entre les murs comme un parfum oublié. Ce soir, l'air est lourd d'attente, et quelque part, un secret s'apprête à se réveiller. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Prétends, entrons dans l'histoire. C'était une de ces matinées paisibles où rien ne semblait devoir troubler la perfection d'un petit univers ordonné. Dans sa demeure de province, au nord de la France, Hercule Poirot se livrait à ses rituels avec une exactitude presque musicale. Un coup d'œil à ses orchidées, un ajustement du napperon sur la table du petit déjeuner, puis la contemplation satisfaite d'un œuf à la coque parfaitement cuit à 3 minutes. Je l'observais, fasciné, comme toujours, par la minutie avec laquelle il imposait l'harmonie au monde qui l'entourait. Chaque geste était mesuré, chaque objet à sa place. « Voyez-vous, Hastings, me dit-il d'un ton rêveur, l'ordre est la seule forme visible du bonheur. » Le soleil filtrait à travers les rideaux, caressant le cristal d'un éclat doré. Rien ne semblait exister au-delà de cette paix géométrique, si ce n'est, peut-être, le souvenir des affaires passées. Poirot, désormais retiré, goûtait au calme avec la satisfaction d'un homme convaincu d'avoir mérité son repos. Pourtant, sous cette perfection tranquille, je crus percevoir une imperceptible attente, comme si le silence lui-même retenait son souffle avant une note discordante. La sonnette retentit, claire et brève, rompant la sérénité du matin, comme un coup de plume sur une page immaculée. Poirot leva un sourcil, et un sourire effleura ses lèvres. Voilà, mon ami, ce que j'appelle une dissonance intéressante. Quelques instants plus tard, le valet introduisit une dame élégante, d'une pâleur délicate et d'un maintien irréprochable. Ses gants de suède beige serraient nerveusement un sac à main, trop petit pour contenir un secret, mais trop précieux pour être anodin. « Madame Delange », annonça le domestique. Elle salua avec cette réserve mesurée que seules les femmes élevées dans la discipline de la bienséance savent conserver même dans la détresse. Poirot l'invita à s'asseoir avec la courtoisie d'un homme qui sait qu'un drame, pour éclore, exige un certain calme. Il y eut un court silence, puis sa voix brisée trembla dans la pièce. « Monsieur Poirot, on m'a dit que vous compreniez les choses qu'on ne peut expliquer. » Et déjà je sentis que la paix de ce matin venait de s'effondrer. Madame Delange raconta son histoire d'une voix contenue, mais le tremblement de ses mains trahissait une tension plus profonde. Depuis plusieurs semaines, expliqua-t-elle, de petits événements troublaient la quiétude de sa maison, la maison des Glycines, un manoir niché à quelques kilomètres de l'île. Chaque matin, elle découvrait une porte déverrouillée, un parfum de lavande flottant dans le couloir interdit, où nul domestique n'entrait plus depuis la mort de son mari. Puis, plus récemment, un objet avait disparu. Une petite clé de saphir, bijou précieux, ayant appartenu à feu Monsieur Delange. On prétendait qu'elle ouvrait un compartiment secret de son bureau, mais personne n'en avait jamais vu le contenu. À mesure qu'elle parlait, Poirot demeurait immobile, les doigts croisés sous le menton, les yeux attentifs à ses silences autant qu'à ses paroles. Je crus voir dans son regard une compassion distante, une curiosité presque scientifique. Madame Delange conclut dans un souffle « Je crains que son esprit ne hante encore la maison. » Poirot esquissa un léger sourire. « Les esprits, madame, sont souvent faits de chair et de mémoire. » Et dans la lumière pâle du matin, je compris qu'un mystère venait de franchir notre seuil.
Lorsque Madame Delange eut quitté la pièce, Poirot demeura silencieux un long moment. Il ne regardait pas la porte, mais l'espace qu'elle avait laissé derrière elle, comme si ses pensées y flottaient encore. « Une femme raffinée », murmura-t-il enfin, mais dont le raffinement cache un désordre plus profond. Je lui fis remarquer qu'elle m'avait paru sincère. « Ah, mon cher Hastings, » répondit-il doucement, « sincère, peut-être, mais non pas simple. Observez. Elle parle d'un parfum, non d'un bruit, d'une clé, non d'un souvenir. Ce sont les détails qu'une conscience trouble choisit pour s'exprimer sans se trahir. » Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre et observa les passants. « Une clé de saphir, symbole rare, mon ami. La confiance, la loyauté, ou bien la trahison dissimulée sous l'éclat du bleu. » Je crus percevoir, dans le ton de sa voix, une note d'excitation contenue. Les fameuses petites cellules grises s'étaient réveillées. Le reste de la journée se déroula dans une étrange légèreté. Poirot prit son déjeuner avec son habitualité méticuleuse, corrigeant la position du couteau d'un millimètre avant de savourer son poisson. Puis, levant son verre de vin, il déclara simplement « Mon ami, nous irons demain à la maison des Glycines. » Je levai les yeux, surpris. « Vous pensez donc qu'il s'agit d'un vol ?» Il fit un geste de la main, léger comme une brise. « Un vol ? Peut-être, mais surtout d'une conscience troublée. Une maison où les portes s'ouvrent seules et où flotte le parfum de la lavande, c'est une maison où quelqu'un cherche à être entendu. » Il eut un sourire rêveur. « Et vous savez, Hastings, les mystères que l'on ne m'invite pas à résoudre sont toujours ceux que je préfère. » Lorsque la maison retrouva le silence du soir, Poirot s'installa à son bureau. Devant lui, une photographie de M. Delange, que Madame avait laissée tomber en partant. Il la redressa délicatement et la contempla longuement. Le défunt y apparaissait digne, le visage immobile, le regard direct. Pourtant, il y avait dans ses yeux quelque chose d'étrangement figé, une expression que Poirot suivait du bout de l'esprit, comme on suit une piste invisible. « Regardez bien, Hastings, » dit-il finalement. « Les yeux sont les derniers à mentir. Même après la mort, ils gardent la trace du secret qu'ils n'ont pas su avouer. » Je frissonnais sans comprendre pourquoi. Poirot posa la photo avec soin, l'alignant parfaitement sur le bord du bureau. Puis, dans un murmure presque pour lui-même, « Les yeux de cet homme ne reposent pas, et là où le regard persiste, il y a souvent une faute. » Le lendemain matin, nous quittâmes la petite ville dans la fraîcheur pâle d'un ciel d'automne. Le trajet jusqu'à la maison des Glycines traversait une campagne tranquille, d'une beauté sévère, lorsque le manoir apparut enfin, couvert de lierre et silencieux comme un sanctuaire oublié. Je ressentis un malaise inexplicable. Tout y semblait mesuré, comme si chaque pierre avait peur de troubler l'air. Madame Delange nous attendait sur le perron. Son accueil fut d'une courtoisie irréprochable, mais sa voix manquait de chaleur. À l'intérieur, le manoir respirait l'ordre et le deuil. Tentures épaisses, odeurs de cire, portraits immobiles. Poirot observait tout cela, sans mot dire, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait un murmure que moi seul ne pouvais entendre. « Mon ami, » murmura-t-il à voix basse, « voilà une maison où le silence parle. » Je ne sus que répondre. Il y avait dans l'air une gravité qui n'appartenait ni au lieu, ni à l'heure, mais à quelque chose, ou quelqu'un, que la demeure semblait retenir. Henri Delange entra au salon avec une désinvolture étudiée. Sa démarche souple, son sourire presque ironique, tout en lui évoquait le charme des hommes trop sûrs de leur propre grâce. Il serra la main de Poirot sans empressement.
Ma belle-mère se plaît à dramatiser, monsieur, dit-il d'un ton léger. Une porte ouverte, un parfum, et la voilà persuadée d'habiter une maison hantée. Je crus sentir Poirot se raidir subtilement. Son regard, brillant et fixe, examinait l'homme comme on observe un tableau, où une nuance discordante attire l'œil. « Et vous-même, monsieur Delange, ne sentez-vous pas parfois une présence du passé ?» demanda-t-il, paisiblement. Henri haussa les épaules, mais son sourire, trop vite revenu, manquait de naturel. « Le passé, je l'ai vendu avec les dettes. » Quand il quitta la pièce, Poirot m'adressa un regard entendu. « Vous avez remarqué, Hastings ? Cet homme parle de dettes comme d'un héritage. Il n'a pas seulement hérité de l'argent de son père, mais de sa rancune. » Et son ton, bien qu'amusé, portait une ombre de gravité. Un peu plus tard, mademoiselle Lefèvre nous servit le thé. C'était une femme frêle, d'une réserve exemplaire, avec ce visage effacé que la douleur a poli jusqu'à la transparence. Ses gestes précis, son ton discret, tout semblait calculé pour ne troubler ni la maîtresse de maison, ni les souvenirs. Poirot, assis au bord du canapé, lui posa quelques questions simples sur le quotidien du défunt. Elle répondit brièvement, sans détour, mais chaque mot paraissait choisi comme un pas sur la glace. Lorsqu'il mentionna le nom de M. Delange, une fine crispation fit trembler la porcelaine dans sa main. « Vous étiez très attaché à votre maître ?» demanda-t-il. « Il exigeait beaucoup, monsieur, » répondit-elle doucement. « Peut-être plus qu'un cœur ne peut supporter. » Poirot l'observa avec compassion. « Il y a des maîtres, mademoiselle, qui commandent même après leur mort. » Elle détourna le regard, et je crus voir, dans ses yeux gris, l'éclat fugitif d'un souvenir douloureux. Vers la fin de l'après-midi, on annonça la visite du docteur Arnaud. Grand, élégant, impeccablement vêtu, il entra avec cette assurance tranquille des hommes de science que rien n'émeut, du moins en apparence. Il s'enquit des nerfs de Madame Delange, s'excusa de son intrusion, puis s'assit non loin de Poirot. À la question sur la mort du mari, il répondit d'un ton professionnel. Une faiblesse cardiaque, tout simplement. Rien de mystérieux. Mais Poirot, qui observait les mains du médecin plus que ses mots, nota la manière dont elles se crispèrent légèrement lorsqu'il mentionna le défunt. « Vous étiez un ami de M. Delange ?»« Un patient, M. Poirot. Et après tout, la mort fait partie du traitement. » Cette remarque trop légère sembla flotter entre eux comme un mensonge bien poli. Quand il partit, Poirot resta pensif. Les médecins, Hastings, savent trop de choses sur la mort. Cela les rend prudents, parfois trop prudents. Et je compris qu'il venait d'ajouter une pièce à son invisible puzzle. Madame Delange nous invita à visiter le bureau de son mari. L'endroit dégageait cette atmosphère étrange des lieux où la pensée a survécu à celui qui pensait. L'air y semblait lourd d'habitudes interrompues. Poirot parcourut la pièce sans se presser. Il nota les violettes fanées dans un vase, le tiroir fermé à clé, la poussière autour du cadenas. Puis, s'agenouillant près de la cheminée, il examina le tapis. « Vous voyez, Hastings, cette petite tache de cire, ce n'est pas un hasard. Une bougie allumée quand on veut cacher la lumière électrique, c'est souvent la lumière qu'on redoute, pas l'ombre. » Je restai perplexe devant cette remarque. Il se releva, effleurant de ses doigts la bibliothèque, puis le cabinet verrouillé. 2 clés manquent, voyez-vous. 2, pas une. Cela me déplaît beaucoup. Dans toute maison bien tenue, l'ordre a toujours ses exceptions. Et c'est là que réside le mensonge. Je compris alors que, pour Poirot, le manoir n'était pas seulement un décor,
C'était un témoin silencieux, chargé d'aveux qu'il ne demandait qu'à lire. La pluie commença à tomber le soir même. Le bruit doux et régulier sur les vitres accompagnait nos pensées, comme une musique de confidence. Poirot, installé dans son fauteuil, restait immobile, les doigts joints. « Hastings, dit-il enfin, il y a dans cette maison un silence qui n'est pas naturel. C'est un silence qui pèse, comme la poussière sur un chemin que l'on ne veut plus parcourir. » Je lui demandai s'il soupçonnait un crime. Il haussa les épaules. « Pas encore, mon ami. Mais un mensonge, oui. Et les mensonges, eux, laissent des traces plus visibles que le sang. » Il se tut de nouveau, le regard fixé sur la fenêtre embuée. « Demain, murmura-t-il, nous commencerons à suivre les empreintes de ce silence. » Et dans la pénombre, je crus distinguer sur son visage ce mélange d'intuition et de mélancolie qui annonçait toujours le commencement d'une vérité dangereuse. Je fus tiré de mon sommeil par un bruit léger, si ténu qu'il aurait pu n'être qu'un rêve. Le vent, pensai-je, ou le craquement d'un volet. Mais Poirot, dans le lit voisin, s'était déjà redressé. Ses yeux, parfaitement éveillés, brillaient dans la pénombre. « Vous entendez, Hastings » murmura-t-il. Je tendis l'oreille, un pas feutré, puis le silence. L'air semblait chargé d'une tension inhabituelle, comme si la maison, d'ordinaire si calme, retenait son souffle. Poirot se leva, enfilant son peignoir avec une lenteur méthodique. Son calme contrastait avec mon désarroi, encore engourdi de sommeil. Nous sortîmes dans le couloir obscur. Une lueur vacillante filtrait du rez-de-chaussée, pareil à un secret qui hésite à se révéler. Poirot m'arrêta d'un geste. Il respirait, littéralement, l'atmosphère. « Mon ami, dit-il tout bas, il y a dans cette maison un parfum qui ne dort jamais. » Et, à ce moment précis, je sentis à mon tour flotter dans l'air une odeur douce et inquiétante, celle de la lavande. Nous descendîmes prudemment l'escalier, guidés par cette senteur persistante qui semblait tracer un chemin invisible dans la nuit. Elle venait du couloir qui menait au bureau du défunt Monsieur Delange. La porte, d'habitude close à clé, était entrebâillée. Poirot posa sa main sur la poignée, puis se ravisa, le visage attentif. « Les pas sont légers, » murmura-t-il. « Féminin peut-être. Et pourtant, il y a dans ce parfum une intention. » Je crus déceler dans son ton une étrange gravité. Pour moi, cette odeur n'était qu'un détail curieux. Pour lui, c'était déjà un langage. Nous franchîmes le seuil lentement. Le couloir paraissait vivant, saturé d'un parfum à la fois apaisant et accusateur. « Curieux, » dit Poirot en frôlant le mur. « La lavande, c'est le souvenir d'une main féminine, une main qui cherche à apaiser ce qu'elle a troublé. » Je frissonnais. Il n'y avait dans cette maison que silence, odeur et secret, et pourtant, tout semblait crier sans un son. La pièce n'était pas plongée dans le désordre, mais dans une immobilité presque sacrée. Rien ne paraissait déplacé. Cependant, l'air lui-même semblait chargé de présence. Le bureau, massif, portait encore la trace d'une main récente. La poussière y avait été effleurée, et une enveloppe ouverte trônait au centre, telle une confession inachevée. Poirot s'approcha sans un mot, l'index suspendu dans l'air, comme s'il craignait de troubler un équilibre fragile. « Regardez, Hastings, » souffla-t-il enfin, « cette poussière, ces fleurs fanées, ce parfum. Ils forment le tableau d'une âme qui cherche à se justifier. » Je ne compris pas tout de suite, mais son regard venait de s'arrêter sur une petite photographie déchirée, glissée à moitié sous l'enveloppe. Il la saisit délicatement et la contempla à la lueur de la lampe. Une main de femme,
murmura-t-il. Et ce bijou, voyez-vous, un saphir. Le silence s'épaissit. Tout dans cette pièce, la poussière, la lavande, la photographie mutilée, respirait la contradiction entre l'ordre et le remords. Poirot reposa lentement la photo. Ce n'est pas la mort, Hastings, qui imprègne cette pièce, c'est la culpabilité. Poirot contempla longuement le fragment de la photographie. Sur le papier jauni, seule la main d'une femme subsistait, ornée d'un anneau de saphir d'un bleu profond. « Remarquez, Hastings, dit-il, l'angle de la coupure. Ce n'est pas un accident. On a voulu faire disparaître le visage, pas le symbole. Le bijou reste parce qu'il accuse. Je restais interdit. Pour moi, ce n'était qu'un détail sentimental. Mais Poirot, lui, voyait dans cette main l'écho d'une possession ou d'un serment brisé. Le saphir, poursuivit-il doucement, c'est la pierre de la fidélité ou de la jalousie, selon les cœurs. Il reposa la photographie avec soin. Dans ses yeux brillait à la fois curiosité et compassion. L'amour, mon ami, laisse des traces plus durables que le crime, et parfois, c'est le crime qui les ravive. Je compris qu'il ne pensait déjà plus à un vol, mais à quelque chose de plus intime, de plus cruel, un secret mêlé de passion et de faute. Poirot resta un long moment pensif devant le bureau. Ses doigts, réunis en pointe, semblaient me baiser sur l'air lui-même. Puis il dit d'une voix basse, « Celui qui est venu ici cette nuit ne cherchait pas la richesse. Non, Hastings, il cherchait ce que l'argent ne rachète pas, la vérité. » Je m'étonnais. Mais pourquoi ces précautions? Pourquoi la nuit, le parfum, la peur? Il sourit, légèrement. Parce que la vérité, mon ami, se dérobe mieux que les bijoux. Et parce qu'on ne vient pas dérober une clé de saphir sans craindre ce qu'elle ouvre. Je demeurais songeur. Le mystère prenait une profondeur nouvelle, moins matérielle, plus morale. Et Poirot, sans me regarder, conclut doucement. C'est une affaire de conscience, Hastings. Voilà ce qui est plus dangereux qu'un voleur, un cœur tourmenté. Lorsque le jour se leva, la maison paraissait encore engourdie par la nuit. Seule Madame Delange était déjà debout, pâle, les traits tirés. Elle demanda à parler à Poirot. Sa voix tremblait, mais son regard trahissait une résolution douloureuse. « Monsieur Poirot, il faut que vous sachiez, avant sa mort, mon mari recevait des lettres anonymes, terribles, elles que l'accusèrent d'un crime qu'il niait de toutes ses forces. » Poirot l'écoutait, sans interrompre, son visage impassible, mais je voyais son attention extrême. « Ces lettres, madame, où sont-elles maintenant ?» Elle détourna les yeux. « Elles ont disparu. Le jour de ses funérailles. Je ne les ai plus jamais revues. » Un silence s'abattit. Poirot fit un pas vers la fenêtre, songeur. « Les lettres, madame, ne disparaissent jamais seules. Quelqu'un, ici, a voulu les faire taire. » Madame Delange porta la main à son front, murmurant presque pour elle-même. « Je croyais que tout cela mourrait avec lui. » « Hélas, répondit Poirot avec douceur, la mort est un très mauvais complice, madame. Elle ne garde pas les secrets, elle les révèle. » Lorsque Madame Delange se retira, Poirot demeura immobile, les mains jointes derrière le dos. Le jour filtrait à travers les rideaux, froid et pâle. « Vous pensez qu'on l'a fait chanter ?» demandai-je. Il esquissa un sourire presque imperceptible. « Le chantage est un mot commode, Hastings, mais ces lettres, non. Elles n'étaient pas destinées à obtenir, mais à rappeler. Ce sont des lettres écrites non pour punir, mais pour confesser. » Je demeurai confus. Poirot reprit plus doucement. « Croyez-moi, mon ami, il y a ici une main féminine, une main qui tremble encore de honte ou de loyauté. Les lettres anonymes
ne sont jamais tout à fait anonymes. Son regard se perdit dans le vide, pensif. Oui, quelqu'un dans cette maison a écrit pour accuser et pour se délivrer. Le plus grand crime n'est peut-être pas celui du passé, mais celui qu'on commet en voulant réparer. Et je compris sans oser le dire que pour Poirot, le véritable drame venait seulement de commencer. Le lendemain, Poirot se leva de bonne heure, déjà vêtu de son costume d'un gris impeccable. Rien, dans son allure, ne trahissait la moindre agitation. Tandis que la maison s'éveillait lentement, il avait déjà dressé une liste précise des personnes qu'il souhaitait entendre. Une véritable chorégraphie de psychologie domestique, comme il aimait à dire. Je le suivis de pièce en pièce, impressionné par l'ordre qu'il imposait à ce chaos latent. Chaque entretien devait se dérouler selon un plan, chaque question pesée, chaque silence noté. Il y avait chez lui, ce matin-là, quelque chose du prêtre officiant une messe où la vérité serait l'unique divinité. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir la tension qui flottait dans l'air. Les domestiques parlaient à voix basse, Madame Delange restait recluse dans sa chambre, et même les murs du manoir semblèrent retenir leur souffle. « Vous voyez, Hastings, me confia Poirot, il faut toujours commencer par les apparences, car elles sont la forme la plus polie du mensonge. » Et sur ces mots, il s'installa pour le premier interrogatoire, d'un calme si parfait qu'il en devenait presque inquiétant. Henri Delange entra dans le petit salon avec un air d'ennui poli. Il portait la désinvolture comme d'autres un habit de soirée, et sa voix traînait légèrement, signe d'un homme fatigué de tout, sauf de lui-même. Cette histoire de clé, Monsieur Poirot, n'a rien de dramatique, une simple babiole, un souvenir sans importance. Poirot l'écoutait sans broncher, les doigts joints sous le menton. Et pourtant, monsieur, vous semblez y penser souvent. Henri eut un léger rire, parce que ma belle-mère s'en tourmente, naturellement. Vous savez ce que c'est, les veuves aiment leurs reliques. Mais ses mains trahissaient une nervosité qu'il ne contrôlait pas. Elles jouaient avec son briquet, s'ouvraient, se refermaient. Poirot le regardait avec une douceur implacable. Vous parlez comme un homme libre de soucis. Mais dites-moi, ne craignez-vous pas ce que cette clé pourrait révéler? Henri baissa les yeux. Je n'ai rien à cacher. Mais bien sûr, répondit Poirot calmement, les gens honnêtes le disent toujours, avec tant d'empressement. Quand Henri sortit, je crus percevoir un soupçon de colère contenu dans son regard, une flamme brève, vite, étouffée. Mademoiselle Lefèvre fut la suivante. Elle entra timidement, les mains jointes devant elle, le visage pâle mais résolu. Poirot l'accueillit avec bienveillance, l'invitant à s'asseoir. « Mademoiselle, dit-il doucement, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il tira de sa poche la photographie déchirée, trouvée la veille dans le bureau du défunt. À la vue du fragment, la jeune femme tressaillit. Une ombre passa sur ses traits. « Vous reconnaissez, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. Elle hésita. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne sortit. Ses yeux, en revanche, fixaient de l'image, ou plutôt la main sur l'image, cette main fine, portant un anneau de saphir. « Non, monsieur, » répondit-elle enfin dans un souffle. Poirot ne la contredit pas. Il pencha légèrement la tête. « Vous savez, mademoiselle, il n'est pas toujours nécessaire de parler pour avouer. Le silence, c'est parfois la confession la plus sincère. » Elle se leva précipitamment, visiblement bouleversée. Je vis ses doigts trembler, tandis qu'elle rajustait son tablier. Poirot, lui, restait calme. « La douleur, Hastings, » murmura-t-il quand elle sortit. « C'est un langage que les coupables partagent avec les innocents. Et celui-là, je le comprends fort bien. » Le docteur Arnaud arriva à son tour, d'un pas mesuré,
l'air affable. Son sourire poli n'atteignait pas ses yeux. Il salua Poirot avec une déférence que je trouvais un peu trop soignée. « Vous venez, docteur, non pour la santé des vivants, mais pour celle des morts, » remarqua Poirot d'un ton aimable. Le médecin esquissa un rire bref. « Les morts n'ont plus besoin de mes soins, monsieur Poirot. Je suis ici pour rassurer madame Delange. »« Ou pour préserver sa dignité ?» demanda Poirot, l'air innocent. Le sourire du docteur se figea. Après un silence, il répondit « J'ai détruit certains documents médicaux, à sa demande, par discrétion. » Poirot inclina la tête. « Ah oui, la discrétion, ce mot admirable que les coupables et les médecins utilisent avec tant de délicatesse. » Le docteur Arnaud se redressa, offusqué. « Monsieur, je n'ai rien à cacher. » Poirot répliqua doucement. « Personne n'a rien à cacher, tant que personne ne cherche. » Quand il partit, un parfum d'agitation flottait encore dans la pièce. Poirot ferma les yeux. Cet homme, Hastings, n'est pas méchant, mais il a obéi. Et l'obéissance, parfois, c'est la forme la plus élégante de la lâcheté. Après les entretiens, Poirot demanda à revoir le grand salon. Je le suivis, un peu las, mais lui semblait animé d'une curiosité tranquille. Son regard s'arrêta sur les portraits suspendus au mur. Tous, sauf un, portaient cette patine du temps, les cadres ternis, les vernis craquelés. Un seul, celui de madame Delange, paraissait plus récent, plus éclatant. Poirot s'approcha, plissant les yeux. Le tableau était légèrement de travers. D'un geste précis, il redressa le cadre, révélant derrière une minuscule marque ronde, un trou de clou et une empreinte de poussière plus claire. « Quelqu'un a déplacé ce portrait, » murmurai-je. « Pas déplacé, mon ami, remplacé, » corrigea Poirot. « Voyez, l'ombre du passé est parfois plus lourde qu'un souvenir, et il faut l'accrocher ailleurs pour respirer. » Je demeurai perplexe. Poirot observa encore le visage peint de madame Delange. La peinture est un mensonge charmant, Hastings, mais même le mensonge laisse sa trace. Il passa un doigt sur le cadre, puis ajouta plus bas. Il est des gens qui redessinent leur mémoire comme on retouche un portrait, pour que la vérité paraisse convenable. Je ne répondis rien, mais je compris que Poirot venait, sans le dire, de trouver une fissure dans le vernis. Le soir tomba, et avec lui une étrange lourdeur. Madame Delange, que nous n'avions pas revue depuis le matin, fit appeler son domestique peu avant le dîner. On la retrouva évanouie sur le sol de sa chambre. Poirot arriva aussitôt. Elle respirait faiblement, les mains crispées contre sa poitrine. Lorsqu'on les écarta doucement, une minuscule perle de saphir tomba sur le tapis, vestige d'un bijou brisé. Le médecin accourut, nerveux, mais Poirot le retint d'un geste. Il observait la scène avec une attention glaciale. « Voyez, Hastings, » murmura-t-il, « même dans la faiblesse, certaines femmes savent jouer leur rôle à la perfection. » Je fus indigné. « Vous pensez qu'elle simule ? » ?»« Non. Elle dramatise, nuance subtile. Entre la vérité et le théâtre, il n'y a parfois qu'une larme. » Madame Delange reprit connaissance, confuse. Poirot lui tendit la perle tombée de sa main. « Vous tenez à vos souvenirs, madame, n'est-ce pas? Même quand ils blessent. » Elle détourna le regard. Un silence lourd s'installa, et dans ce silence, je compris que le mystère de cette maison ne résidait pas seulement dans ses secrets, mais dans la manière même dont chacun choisissait de les souffrir. Poirot consacra toute la matinée à reconstituer la dernière semaine de la vie de M. Delange. Il interrogea les domestiques, consulta les registres de compte, observa les traces infimes laissées dans le bureau. Un livre déplacé, une plume essuyée avec soin, un cendrier où la cendre
avait été vidé trop souvent. Pour lui, les absences parlaient davantage que les gestes. « Vous voyez, Hastings, me dit-il, il faut regarder ce que les gens ne font pas, ce qu'ils évitent, ce qu'ils effacent. Là se trouve la vérité. » Il dressa, comme à son habitude, une chronologie parfaite. Les promenades matinales, les lettres reçues, les soirées solitaires. Chaque jour semblait étrangement vide, mais d'un vide organisé, celui d'un homme qui redoute de penser. Je le regardais, fasciné par cette manière qu'il avait de lire la peur dans le silence même des choses. Pour moi, Delange restait un nom, une figure disparue. Pour Poirot, c'était une conscience encore vivante, prisonnière de sa faute. Ce monsieur, conclut-il doucement, n'était pas seulement malade du cœur, Hastings, il était malade de mémoire. L'après-midi, nous nous rendîmes à la petite auberge du village voisin, un lieu sans prétention, où l'on servait du vin un peu âpre et des ragots encore plus corsés. L'aubergiste, un homme massif à la moustache grise, nous accueillit avec méfiance, puis, flatté par les manières de Poirot, se mit à parler. « Ah, monsieur Delange, oui, il venait parfois le soir, discrètement. Toujours le même coin, près du feu. Et il n'était pas seul. Une dame l'accompagnait, fine, élégante, mais pas de la région. Et, comment dire, elle sentait la lavande, toujours la lavande. » Poirot hocha la tête, les yeux demi-clos. « La lavande, dites-vous? Une fragrance de paix ou de repentir, selon les cœurs. » L'aubergiste sourit, un peu gêné. « Je ne sais pas, monsieur. Elle paraissait triste, c'est tout. On aurait dit deux gens qui se disaient adieu sans le dire. » Nous sortîmes sous un ciel gris. Poirot, silencieux, marchait d'un pas lent. « Mon ami, murmura-t-il enfin, les gens ne se cachent pas pour aimer. Ils se cachent pour regretter. Et c'est ce parfum-là que je sens encore. » Nous suivîmes le sentier qui descendait vers la rivière. L'air du soir s'y faisait plus frais, et les roseaux frémissaient comme des témoins muets. Poirot s'arrêta souvent, observant les moindres détails du sol, de la végétation, des traces à demi effacées. À un endroit, près d'un vieux saule, il s'agenouilla. Là, l'herbe portait encore la marque d'une couverture, et sur la terre humide gisait un petit bouchon de liège gravé d'une lettre, un L majuscule, finement incisé. « Lucienne, peut-être », souffla Poirot, plus pour lui-même que pour moi. Je regardais autour de nous. L'endroit avait quelque chose de romantique et de mélancolique à la fois. « Un rendez-vous d'amoureux, sûrement, » dis-je. Poirot se redressa lentement. « Non, Hastings, ceci n'est pas un lieu d'amour, mais de souvenir. Voyez, l'ordre du geste, la disposition des objets. Tout cela a été fait non pour séduire, mais pour réparer. » Il effleura le bouchon du bout du doigt, pensif. L'innocence se souvient, le remords se répète. Ce soir-là, ce n'était pas un plaisir qu'on venait retrouver, mais un crime qu'on venait contempler. Et il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur la rivière, comme si celle-ci charriait encore un secret noyé. Sur le chemin du retour, je tentais de ramener la conversation à un ton plus léger. « Vous ne pouvez nier, Poirot, qu'il y a là quelque chose de sentimental. Peut-être un remords amoureux, mais enfin, rien de criminel. » Il me regarda avec ce sourire qu'il réservait à mes naïvetés. « Mon cher Hastings, vous voyez des cœurs, là où je vois des consciences. L'amour, dans certaines âmes, n'est qu'une manière raffinée de se pardonner à soi-même. » Je restais silencieux, un peu piqué. Poirot poursuivit, son ton empreint de gravité. « Ce que vous appelez tendresse, c'est parfois la forme la plus habile du mensonge. Derrière le parfum, il y a le poison. Derrière le souvenir,
la faute. Il parlait doucement, presque avec tristesse. Et souvenez-vous, ce que cache l'affection, Hastings, ce n'est pas toujours la tendresse. Souvent, c'est la honte. Ces mots me laissèrent songeur, car pour la première fois, je sentis que l'affaire de la clé n'était plus une énigme domestique, mais une tragédie intime. De retour, au manoir, Poirot demanda à voir Madame Delange. Elle nous reçut dans le petit salon, vêtue de noir, les traits tirés. Sa voix, d'abord ferme, se brisa lorsqu'il évoqua son mari. « Madame, dit-il doucement, vous saviez que votre mari rencontrait une femme près de la rivière. » Elle baissa les yeux. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix éteinte, « Oui, je le savais. Et je savais aussi pourquoi. » Poirot l'encouragea d'un geste à poursuivre. Elle s'appelait Lucienne Lefèvre, une jeune fille pauvre. Elle travaillait jadis ici, comme gouvernante. Il l'a détruite, Monsieur Poirot, ruinée, déshonorée. Elle s'est noyée. Je la vis trembler. Et depuis, demanda Poirot. Depuis, il ne dormait plus. Ses lettres anonymes, elles le hantaient. Il parlait d'un secret enfermé à clé, d'un pardon qu'il ne méritait pas. Elle s'interrompit, puis d'une voix étranglée. « J'ai brûlé ces lettres, croyez-moi. Je voulais oublier. Mais on n'oublie jamais la honte des autres. » Poirot la regardait avec une compassion infinie. « Vous n'êtes pas coupable, madame. Vous êtes la gardienne du crime d'un autre. » Et ces mots tombèrent avec la gravité d'une absolution. Lorsque nous sortîmes du salon, la nuit était tombée. Poirot marcha lentement vers la fenêtre, les mains derrière le dos. « Hastings, dit-il enfin, nous avons trouvé le sens de cette clé. Elle n'ouvrait pas un coffre d'argent, mais un coffre d'âme. » Je fronçai les sourcils. « Vous croyez donc qu'il s'agissait d'une confession ? » « Oui, une confession écrite, scellée, verrouillée par un bijou, le symbole même du repentir. Monsieur Delange avait enfermé non pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il craignait, sa propre faute. Il parlait avec cette lenteur émotive que je ne lui connaissais que rarement. Ce qu'il voulait, c'était la paix, pas l'impunité. Voilà pourquoi la clé était en saphir, une pierre froide, pure mais dure comme le remords. Il se tut un instant, puis ajouta avec une douceur inattendue. « Vous voyez, mon ami, la justice humaine juge les actes. Moi, je cherche les consciences, et celle-ci, il ferma les yeux, n'a jamais cessé de se punir elle-même. » Dans le silence qui suivit, je compris qu'à travers ce mystère, Poirot avait entrevu non un crime à résoudre, mais une âme à comprendre. Le jour venait à peine de se lever lorsque le cri du majordome résonna à travers le couloir. Poirot et moi descendîmes aussitôt. L'air du matin, d'ordinaire si pur, semblait déjà chargé d'un poids funèbre. Dans le jardin d'hiver, Henri Delange reposait, assis dans un fauteuil, la tête légèrement inclinée, comme celle d'un homme endormi. Il y avait sur son visage une expression étrange, non de souffrance, mais de paix trop parfaite, comme si la mort avait été soigneusement préparée. La lumière froide du jour filtrait à travers les vitres embuées, effleurant la pâleur de ses mains jointes. Autour de lui, tout respirait l'ordre et la décence. Le feu éteint, les rideaux tirés, un verre renversé, à portée de main. Même la nature semblait suspendue, figée dans une immobilité solennelle. Madame Delange entra à son tour, blanche comme la cire. Elle porta la main à sa bouche et ne dit rien. Mademoiselle Lefèvre s'éloigna aussitôt, les yeux rougis. Poirot, penché sur le corps, murmura seulement « Voyez, Hastings, la mort, ici, n'a pas l'air d'un accident. Elle a l'air d'une mise en scène. » Un domestique s'approcha timidement, avec un objet dans la main, un billet plié, retrouvé dans la poche du défunt. Sur le papier, d'une écriture régulière,
se lisaient ces mots. « Pardonne-moi, mère ». À côté, sur le sol, un verre à demi vidé exhalait une odeur amère. Ce fut suffisant pour que les murmures se répandent. Le malheureux s'est donné la mort. Les visages se fermèrent aussitôt, comme soulagés d'avoir trouvé une explication acceptable. Madame Delange, soutenue par le docteur Arnaud, pleurait sans bruit. « Il était fragile », dit-elle d'une voix brisée, « trop sensible pour ce monde. » Le médecin hocha la tête d'un air grave, mais son regard évitait celui de Poirot. Mon ami demeura silencieux. Ses yeux glissaient du papier au corps, du corps à la pièce entière. Il semblait écouter une conversation que nous n'entendions pas. « Le désespoir, Hastings, » murmura-t-il enfin, « laisse des traces bien différentes. Ici, je vois non pas la panique d'un homme qui s'abandonne, mais la minutie d'un esprit qui compose. » Je le regardais, troublé. Tout, pourtant, semblait si clair. « Justement, » répondit-il doucement, « c'est ce qui est trop clair qui mérite qu'on s'en méfie. » Poirot prit la lettre entre ses doigts, avec le soin d'un bijoutier manipulant une pierre rare. Il l'examina longuement, la fit tourner à la lumière. Puis, d'une voix presque distraite, « Hastings, avez-vous remarqué la perfection du mot « mère » ?» Je me penchai à mon tour. L'écriture, fine et élégante, ne tremblait pas. « Un homme au bord de la mort, » poursuivit-il, « n'écrit pas ainsi. Voyez la régularité du heurt final, le trait prolongé. C'est la main d'un scripteur maître de lui, pas celle d'une âme en détresse. » Il posa la feuille sur la table. « Non, mon ami, ceci n'est pas la confession d'un désespéré. C'est le geste d'un autre, quelqu'un qui a voulu que nous croyions à son désespoir. » Je protestai. « Mais pourquoi? Quelle nécessité ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Parce que le mensonge, Hastings, cherche toujours la beauté du détail. C'est sa manière de se sentir vrai. » Et son regard, brillant d'une ironie douce, se posa sur le verre, encore humide. « Nous avons ici une mort trop bien écrite. » Poirot se mit à observer les lieux avec cette minutie silencieuse qui me fascinait toujours. Il fit le tour du fauteuil, examina le plancher, puis s'arrêta à une distance précise du corps. « Regardez, » dit-il doucement. « Le fauteuil est placé face à la lumière du matin. L'homme qui se donne la mort choisit la solitude, pas la clarté. » Je suivis son raisonnement, intrigué. « Le verre, ici. » Il désigna l'objet, trop près de la main, comme dans une illustration médicale. Et cette serviette, pliée avec soin sur l'accoudoir. Non, Hastings, ceci n'est pas le chaos d'un dernier geste, c'est une composition. Je restais interdit. Vous croyez donc que le meurtrier a arrangé la scène ? Poirot acquiesça lentement. La mort n'est pas un spectacle, mon ami, sauf quand quelqu'un veut qu'elle le devienne. Il s'agenouilla près du corps, traçant dans l'air des lignes invisibles. Voyez, la symétrie. Tout est équilibré, trop équilibré. Même la mort obéit ici à une géométrie morale, celle de celui qui veut convaincre, non de celui qui veut fuir. Un frisson me parcourut. Pour la première fois, j'eus la sensation que nous n'étions pas seuls dans cette pièce, que quelque part, un regard invisible se réjouissait du résultat. Poirot resta silencieux un long moment, puis ferma les yeux. « Vous sentez ?» demanda-t-il. Je reniflai l'air, perplexe. Du froid, de la poussière, rien d'autre. Il secoua la tête. « Non, mon ami, la lavande, toujours la lavande, ce parfum qui revient quand il devrait s'être éteint. » Je compris aussitôt. Ce même parfum que nous avions suivi dans la nuit, celui de la femme anonyme du passé, celui des lettres, de la honte, du souvenir. Poirot se redressa lentement. Quelqu'un a voulu signer cette scène, non par les mots,
mais par le parfum, un message pour l'esprit, pas pour les yeux. Il marcha vers la fenêtre, pensif. Les femmes, Hastings, ont souvent recours au symbole. La lavande, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est la forme la plus cruelle du remords. Ces mots résonnaient doucement, presque compatissants. Ce crime, s'il en est un, n'est pas né de haine, mais de fidélité. Une fidélité malade, obstinée. Je restais saisi. La maison tout entière semblait à présent imprégnée de cette odeur, comme si le passé, refusant de mourir, se glissait encore entre les murs. Poirot revint vers la table et prit de nouveau la lettre. Il l'approcha de la lumière, effleura le papier du bout de l'ongle. « Regardez bien, Hastings, l'encre brille encore. » Je m'approchai, incrédule. « Vous voulez dire qu'elle vient d'être écrite ?»« Précisément. Or Henri Delange est mort depuis plus d'1 heure, selon le médecin. Cela signifie qu'un autre a tenu la plume, et récemment. » Je demeurai pétrifié. Poirot posa la lettre, pensif. « C'est admirable, dans un sens. Le faux suicide, mon ami, est toujours un acte d'art. Il demande calme, méthode, et surtout, émotion vraie. Car pour tromper, il faut ressentir. » Il soupira, et celui ou celle qui a fait cela, je le sens, n'a pas menti sans douleur. Je ne répondis pas, mais en voyant son visage adouci, je compris qu'au-delà de la logique, Poirot éprouvait pour l'auteur de cette mise en scène une pitié sincère, celle qu'on réserve à ceux qui pêchent par amour plutôt que par malice. L'après-midi avançait. Le corps fut transporté dans une chambre voisine. La maison tout entière semblait glacée, comme figée dans une attente silencieuse. Poirot réunit la maisonnée dans le grand salon. Son calme contrastait avec la tension palpable autour de lui. « Personne, dit-il posément, ne quittera cette maison avant que la vérité ne soit connue. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madame Delange chancela. Mademoiselle Lefèvre serra son mouchoir entre ses doigts. Hastings, c'est-à-dire moi, pris d'une certaine crainte, demandait « Vous croyez donc à un meurtre ?» Poirot répondit lentement « Non, mon ami. À un crime, oui, mais un crime d'amour, ou peut-être de son fantôme. » Ses yeux se posèrent, tour à tour, sur chacun des visages. L'amour, lorsqu'il survit à la faute, devient capable de tout, même de la mise en scène de la mort. Il s'inclina légèrement, concluant avec gravité. « Nous allons maintenant chercher non le coupable, mais le cœur qui a voulu réparer trop tard. » Le lendemain matin, Poirot fit demander toute la maisonnée dans le grand salon. Son calme, après les événements tragiques de la veille, avait quelque chose d'à la fois apaisant et redoutable. Madame Delange, voilée de noir, gardait le silence. Mademoiselle Lefèvre tremblait, légèrement. Le docteur Arnaud, raide dans son fauteuil, fixait obstinément la cheminée. « Mes amis, dit Poirot, il est temps de rétablir l'ordre, non celui des objets, mais celui de la vérité. Je vous prie donc de m'apporter toutes les clés que vous possédez. » Un murmure parcourut le groupe. L'ordre avait la douceur polie d'un commandement. On obéit. Un plateau fut déposé sur la table, couvert d'un chapelet de clés ternies, lourdes ou minuscules. Poirot les examina lentement, les rangeant selon leur taille, puis selon leur usure. « Une clé, observa-t-il, est toujours plus sincère que celui qui la porte. Elle sait ce qu'elle ouvre et ce qu'elle cache. » Son ton, paisible mais inflexible, fit pâlir plus d'un visage. Ce n'était plus une enquête, c'était une confession collective à laquelle nul ne pouvait se soustraire. Lorsque la dernière clé eut été déposée, Poirot resta pensif un instant. Ses doigts jouaient avec une petite clé de bronze, puis s'immobilisèrent brusquement. « Il en manque une, dit-il simplement. »
Le silence se fit. Mademoiselle Lefebvre, blême, baissa les yeux. Il y avait, monsieur, une petite clé de cabinet. Je crois qu'on l'a empruntée depuis la mort de monsieur. Poirot la regarda longuement, sans sévérité. Empruntée? Depuis le jour même de sa mort? Elle hocha la tête. Ses lèvres tremblaient. Je ne l'ai jamais revue. Poirot inclina la tête, son regard d'aigle adouci par une nuance de compassion. Vous dites cela avec franchise, mademoiselle. Ce n'est pas la peur que j'entends dans votre voix, mais la mémoire. Et la mémoire, voyez-vous, ment rarement. Elle se tait seulement. Il posa la main sur la table, calmement. Cette clé était la seule qui ait encore un rôle à jouer, car elle n'ouvrait pas un meuble, mais une conscience. Plus tard, dans le bureau du défunt, Poirot demanda à être laissé seul avec moi. Sur le bureau, le petit cabinet verrouillé semblait nous observer, gardien muet du passé. Poirot sortit de sa poche un trousseau d'outils minuscule. « Hastings, dit-il d'un ton presque paternel, vous allez assister à un petit exercice de précision morale. Quand une clé disparaît, il faut la recréer, non pour forcer, mais pour comprendre. » Avec une concentration méticuleuse, il façonna un instrument provisoire à l'aide d'un fil d'acier et d'un ruban de cuivre. Ses gestes, lents et précis, ressemblaient à ceux d'un horloger réparant le temps lui-même. « Voyez-vous, mon ami, poursuivit-il, chaque serrure a une âme, comme chaque être humain. Ce n'est pas la force, mais la justesse qui l'ouvre. » Le déclic fut presque imperceptible. Poirot leva les yeux vers moi, un mince sourire aux lèvres. Voilà. Ce n'est pas la clé de saphir, mais son reflet. Et parfois, Hastings, les reflets suffisent à révéler ce qu'on craignait de regarder. Le tiroir s'ouvrit sans bruit, comme si la maison elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, 3 objets étaient rangés avec un soin scrupuleux. Une enveloppe scellée au nom de Madame Delange, un petit flacon étiqueté « Digitalise » et une autre lettre plus mince, portant ces mots mystérieux à celle qui sait. Poirot contempla le contenu en silence. Son visage, d'ordinaire si animé, s'était apaisé dans une expression presque religieuse. Le bois, Hastings, a bonne mémoire. Il enferme les fautes comme il enferme les parfums. Il posa un doigt sur le flacon. Ce n'est pas un médicament ici, mais un aveu. Puis il prit la seconde lettre, la plus simple. Et ceci, mon ami, est le message d'un homme à sa propre conscience. Je demeurai immobile, frappé par la solennité de ce moment. Le bruit du vent contre les vitres paraissait soudain lointain, comme s'il appartenait à un autre monde. Poirot, lui, semblait dialoguer avec le passé. La vérité, Hastings, a ceci d'étrange. Elle attend, patiente, que le cœur soit prêt à l'entendre. Il brisa enfin le sceau, lentement, comme on entr'ouvre la porte d'une tombe, et le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu croire la maison vivante, attentive à ce qu'il allait lire. La lettre, d'une écriture ferme et élégante, commençait sans détour, à celle qui m'aimera encore quand elle saura. Monsieur Delange y racontait, d'un ton calme et glaçant, la vérité que nul n'avait soupçonnée. Des années auparavant, dans un accès de jalousie aveugle, il avait administré à Lucienne Lefebvre, la sœur de la gouvernante, une dose de digitalis fatale. Elle devait, selon lui, avoir trahi un secret d'amour. Puis, rongé par la panique, il avait supplié le docteur Arnaud de maquiller le crime en suicide. Le médecin, par faiblesse ou par pitié, avait obéi. En échange, Delange l'avait couvert d'honneur et d'argent. « J'ai cru pouvoir enterrer la faute », écrivait-il, « mais la terre ne garde pas le silence. Chaque battement de mon cœur me rappelle le sien qui s'est arrêté.
La clé de saphir était mon symbole. Elle devait enfermer ma confession, non l'ouvrir. Poirot lut à voix basse, sans émotion apparente. Mais je sentis que chaque phrase l'atteignait profondément. Si un jour la clé venait à manquer, poursuivait la lettre, c'est que la vérité aurait trouvé son chemin. Pardonne-moi, et que la justice soit faite, même par l'amour. Poirot referma lentement la lettre, ses yeux brillants d'une compassion mêlée de tristesse. « Vous voyez, Hastings, murmura-t-il, même les morts finissaient par se dénoncer, non par peur, mais par besoin d'être compris. » Poirot demeura longuement pensif, la lettre entre les mains. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était douce, presque paternelle. Que d'efforts, mon ami, pour cacher ce que le cœur finit, toujours par avouer. Le mensonge n'est pas seulement un crime, c'est une fatigue. Je restais silencieux, observant son profil éclairé par la lumière grise du matin. Il ajouta, songeur. Ces gens, Hastings, ont voulu protéger l'honneur, la famille, la paix du foyer. Et ce faisant, ils ont bâti leur vie sur une tombe. Le plus grand malheur de l'homme n'est pas de pécher, mais de croire qu'il peut se taire éternellement. Ses doigts lissèrent le papier avec soin, puis il referma le tiroir. Il faut traiter la vérité comme un malade, avec douceur. La brutalité n'y sert à rien. Je compris qu'en cet instant, Poirot ne jugeait pas, il comprenait. Sa science des âmes dépassait la logique. Elle touchait à la miséricorde. « Allons, conclut-il doucement, il est temps, mon ami, de rendre cette vérité à ceux qu'elle concerne. La maison a respiré trop longtemps sous le poids de son silence. » Quand tous furent réunis dans le grand salon, le feu crépitait faiblement. Poirot se tint debout devant eux, droit, son visage impassible. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, la vérité est revenue parmi nous, et avec elle le calme que seul l'aveu peut apporter. Vous avez cru protéger un souvenir, mais c'est le souvenir qui vous a enfermé. » Un frisson parcourut la pièce. Mademoiselle Lefèvre pleurait silencieusement. Madame Delange restait figée, les mains jointes. Poirot posa la lettre scellée sur la table. « Voici le testament moral de votre maison. Ce n'est pas l'argent qui vous a unis, mais le silence. Et ce silence, mes amis, c'est lui qui tue le premier. » Il se tut, puis ajouta plus bas. « Vous étiez complice, non du crime, mais du déni. Et ce déni, aujourd'hui, vous quitte. » Le docteur Arnaud baissa la tête. Madame Delange ferma les yeux, comme pour prier. Poirot reprit son chapeau et me fit signe de le suivre. « Le devoir du détective, Hastings, dit-il en quittant la pièce, n'est pas de condamner. C'est d'ouvrir les serrures, celles du bois et celles du cœur. » Et derrière nous, la maison des Glycines semblait enfin respirer. Ce fut dans le salon d'hiver, celui où Henri Delange avait trouvé la mort, que Poirot réunit la maisonnée. Le feu mourant jetait une lueur incertaine sur les visages épuisés. Madame Delange, immobile, paraissait réduite à une statue de deuil. Le docteur Arnaud, les lèvres serrées, semblait attendre un verdict qu'il connaissait déjà. Quant à mademoiselle Lefèvre, elle s'était assise à l'écart, les mains croisées, les yeux perdus dans un vide qui ne répondait plus à rien. Poirot, debout, les observait avec cette gravité douce qui lui était propre. Aucun triomphe dans son attitude, aucune exaltation de détective, seulement le calme d'un prêtre prêt à délivrer une vérité longtemps retenue. « Mes amis, dit-il enfin, ce que nous avons vécu ici n'est pas un drame de fortune ou de vengeance, c'est une tragédie du cœur. » Un frisson parcourut la pièce. On eût dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Poirot laissa passer un long silence, puis ajouta simplement « Il est temps, maintenant,
de tresser le fil du passé, afin que la lumière retombe sur chacun selon sa part. Poirot parla sans élever la voix. Chaque mot semblait peser, presque caresser. Depuis le premier jour, tout ici s'est tissé autour d'un parfum, celui de la lavande. Ce n'était pas un hasard, Hastings, mais un fil invisible reliant les morts et les vivants. La lavande, le cierge consumé, le faux suicide, autant de gestes des noms du crime, mais du souvenir. Il se tourna vers mademoiselle Lefèvre, qui tressaillit à peine. Ce parfum, mademoiselle, n'est pas celui de la coquetterie. Il appartient à la chambre des morts. Il revient toujours là où l'amour s'est changé en faute. Ses yeux brillaient d'une compassion profonde. Chaque détail, le verre trop propre, la note trop soigneuse, le calme du visage, révélait non la peur, mais la ferveur. Quelqu'un voulait que cette mort ait la beauté d'un adieu, qu'elle soit ordonnée, presque pieuse. C'était un acte d'adoration, non de haine. Personne ne bougeait. Même le docteur Arnaud semblait vieilli de 10 ans. Poirot reprit doucement. L'amour, lorsqu'il se mêle au remords, devient une forme d'art tragique. Et c'est cet art, messieurs, que nous avons contemplé ici, l'œuvre d'un cœur malade qui voulait rendre justice à la mémoire. Poirot s'avança de quelques pas. Sa voix, désormais plus basse, semblait vouloir épargner celle à qui elle s'adressait. « Mademoiselle Lefèvre, vous avez vécu dans cette maison, sous l'ombre d'une morte, votre sœur Lusienne. Vous lui avez survécu, mais non échappé. Quand vous avez appris qu'Henri Delange avait trouvé la clé du tiroir, vous avez cru qu'il allait détruire la confession, et avec elle la dernière trace de votre sœur. » Mademoiselle Lefèvre ferma les yeux. Ses lèvres blêmes murmurèrent « Je voulais seulement qu'elle reste pure. » Poirot inclina légèrement la tête. « Oui, mais la pureté défendue par le mensonge se change toujours en châtiment. Vous n'avez pas voulu tuer, n'est-ce pas? Vous avez seulement versé le poison du docteur, croyant endormir, non supprimer. » Elle se mit à pleurer sans bruit. « Je voulais qu'il dorme, qu'il oublie, balbutia-t-elle. Et lui, dit Poirot avec douceur, voulait lui-même oublier. Ainsi, vous avez uni vos fautes dans un même geste, lui pour se taire, vous pour le faire taire. » Le silence tomba à nouveau, épais, presque sacré. Hastings sentit, comme moi, que la pitié venait d'effacer la peur. Ce crime, désormais, n'en était plus un. C'était une supplique égarée du cœur humain. Poirot reprit, la voix empreinte d'une lenteur grave. « Vous avez allumé une bougie, répandu le parfum, ordonné la scène. Ce n'était pas pour tromper la justice, mais pour ressusciter le passé. Vous avez rejoué la mort de votre sœur, comme un office secret, croyant qu'en imitant le drame, vous l'apaiseriez. » Mademoiselle Lefèvre sanglotait doucement. Elle en aimait la lavande et priait chaque soir avec une bougie. « Je voulais que tout soit pareil. » Poirot ferma les yeux un instant. « C'était un rite, mademoiselle, un appel à la rédemption. Mais les morts n'attendent pas les cérémonies des vivants. Ils attendent leur vérité. » Il se tourna vers madame Delange. « Vous le saviez aussi, n'est-ce pas? Depuis des années, vous portiez le silence comme une robe de deuil. » La veuve hocha lentement la tête. « Oui, et je n'ai jamais su si je priais pour lui ou contre lui. » La phrase flotta dans l'air comme une confession partagée. Poirot laissa les mots retomber, conscient que désormais la justice avait changé de nature. Elle relevait non du tribunal, mais de la mémoire. Madame Delange pleura longuement, le visage enfoui dans ses mains. Ses larmes semblaient venir de loin, d'années d'orgueil et de silence, plus que de chagrin véritable. Poirot demeura debout, respectueux, tandis que le docteur détournait les yeux. « Je pleure, dit-elle enfin, non sur lui, mais sur moi-même.
J'ai vécu dans cette maison comme une gardienne d'apparence. Tout sentait la faute, même les fleurs. Poirot répondit doucement. La vérité, madame, n'entre pas dans les maisons fermées. Elle attend, patiente, que quelqu'un ouvre la porte. Elle hocha la tête, un sourire douloureux aux lèvres. Et quand elle entre, elle détruit tout. Non, dit Poirot, elle nettoie. C'est plus cruel, mais c'est plus juste. Un silence suivit. Les pleurs s'apaisèrent. La pièce, peu à peu, sembla respirer à nouveau, comme si l'air même se purifiait après des années d'oppression morale. Je compris alors que ce que nous voyions n'était pas une scène de crime, mais une délivrance lente, presque spirituelle. Poirot s'approcha de mademoiselle Lefebvre. Elle leva vers lui un regard où l'épouvante avait fait place à une paix étrange. « Vous vouliez la justice, mademoiselle ?» dit-il avec infinie douceur. « Mais vous avez confondu justice et vengeance. Vous avez jugé au nom de l'amour. Et l'amour n'est pas un juge sûr. » Elle secoua la tête faiblement. « Je voulais seulement qu'elle repose. » « Oui, mais le repos des morts n'est pas dans nos mains. Vous avez pris le rôle de la Providence, et c'est un fardeau qu'aucun cœur humain ne supporte. » Poirot fit une pause, puis ajouta. « Pourtant, vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes un cœur malade de loyauté. Et votre punition, mademoiselle, n'est pas la prison, c'est de survivre à votre acte. » Elle se mit à sangloter. Poirot posa doucement sa main gantée sur son épaule. « Le mal, voyez-vous, ne se corrige pas par le mal, mais par la vérité. Votre sœur voulait peut-être être aimée, non vengée. » Le docteur, blême, murmura. « Elle n'aura plus de paix. » Poirot répondit gravement. « Si, docteur, la paix naît du regard qu'on ose enfin poser sur soi-même. » Quand les gendarmes arrivèrent, Poirot les accueillit avec une courtoisie polie, mais sans empressement. Il leur remit les lettres, le flacon, les clés, sans un mot de plus. Puis, tandis qu'ils accompagnaient mademoiselle Lefebvre, il se détourna de la scène et se dirigea vers le jardin d'hiver. La neige commençait à tomber, recouvrant lentement la terre nue. Je le suivis, à distance. Son allure demeurait droite, mais son pas, plus lent, trahissait une fatigue morale que je ne lui avais jamais vue. Il s'arrêta près du banc où Henri Delange s'était éteint. Le verre brisé avait disparu, mais sur la pierre, une fine trace de givre dessinait encore la forme d'une clé. « Le symbole est complet, » murmura-t-il. « La maison a rendu ce qu'elle devait. » Je crus déceler dans sa voix une mélancolie rare, celle d'un homme conscient d'avoir pénétré trop profondément le mystère des âmes. Poirot, ce jour-là, n'était plus le juge, mais le témoin du désespoir humain. Je m'approchai de lui, troublé. « Poirot, dis-je, la plaignez-vous » Il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur les branches givrées. « La plaindre, non, mon ami, je la comprends. Elle a voulu enfermer le mal dans une clé de saphir, belle, éclatante, mais incassable, et elle y a enfermé sa vie tout entière. » Il soupira. « Il est des fautes qu'il ne faut pas rouvrir, Hastings. Les consciences, parfois, doivent demeurer verrouillées, non par oubli, mais par miséricorde. » Ses yeux suivaient la lumière du matin naissant. « Le saphir, » murmura-t-il, « pierre de vérité et de repentir. Elle a choisi la beauté pour sceller sa honte. C'est humain, trop humain. » Je ne trouvai rien à répondre. Le vent se leva, dispersant la neige autour de nous. Poirot remit lentement ses gants, puis conclut d'une voix si douce qu'elle me fit frissonner. « Le plus grand mystère, mon ami, n'est pas celui du crime, mais celui du cœur qui croit aimer en détruisant. » Et sur ces mots, il s'éloigna dans le froid, laissant derrière lui la maison délivrée et le parfum persistant de la lavande.
Parfois, la vérité ne punit pas. Elle délivre ceux qui ont trop longtemps porté le poids du silence. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger un secret ou pour le révéler? Dites-le moi en commentaire, likez si cette enquête vous a captivé et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères à élucider ensemble. Car au fond, chaque cœur cache peut-être sa propre énigme, endormie sous le parfum du passé.